Nous poursuivions notre route à cheval depuis quelques jours lorsque tout à coup nous aperçûmes à l'horizon une ville d'un blanc éclatant qui se détachait sur la mer bleue. La première partie de notre voyage est terminée. Nous sommes arrivés à Ormuz, cria et exulta Matteo. Nous entrâmes dans la ville, et là notre joie se ternit aussitôt à la vue d'un spectacle macabre. Des murs gris, des rues désertes et pleines de boue. Ormuz avait été frappé par la peste noire, et le seul navire que nous avions trouvé dans le port n'était pas fait pour pouvoir nous emmener à destination. Il nous fallait donc continuer notre voyage par la terre ferme et affronter les territoires infestés par les pillards du désert. Pour être plus prudents, nous suivîmes une caravane de marchands, ce qui était la meilleure solution. Une violente tempête de sable freina notre marche lente. Promptement, mon père nous passa une corde, en nous conseillant de s'y accrocher fermement. Nous étions depuis peu aux prises avec cette tempête de sable, quand tout à coup, tels des spectres, au milieu de cris terribles, des figures apparaissaient et s'estompaient rapidement. C'étaient les Caronas, les redoutables pillards du désert. Enveloppés dans l'obscurité du nuage de sable, nous parvînmes à nous séparer de la caravane et, en nous dirigeant vers un terrain rocheux, nous nous éloignâmes de nos assaillants. Lorsque le nuage disparut, soulagés du péril évité, nous reprîmes notre voyage à travers le désert de Kerman, où les terres devenaient de plus en plus arides. Peu à peu, toute forme de vie animale et toute végétation disparaissait devant nous. « Tout est sec et brûlé », murmurai-je. « Et pourtant, répondit Matteo, c'est après ces montagnes qu'il y avait autrefois le paradis terrestre. » Là-bas se dressait le château du vieux de la montagne, le prince des assassins. Le vieux était un homme puissant, mais aussi un criminel sans merci. Il possédait un merveilleux jardin où l'on distribuait du vin, du miel et du lait, comme il est décrit dans le Coran, et dans lequel les jeunes gens désignés pouvaient goûter au plaisir de la vie. Lorsqu'il avait besoin d'un assassin, le vieux faisait anesthésier le jeune homme en introduisant du hashish dans sa nourriture, d'où le mot assassin, et le réveillait plus tard dans un endroit bien loin de ce paradis terrestre. En proie au désespoir et l'esprit confus, le malheureux ne pouvait revenir qu'après avoir accompli sa terrible mission. Impitoyable, le vieux pouvait ainsi recevoir de grosses sommes d'argent, soit de la part des gens qui lui commissionnaient les meurtres, soit de la part de ceux qui désiraient sa protection.
La chance de notre côté, nous continuâmes notre route pendant plusieurs jours sans surprise, jusqu'à ce que nous arrivâmes au Badakhshan. Un pays où les collines sont recouvertes d'herbes et la terre est riche d'eau pure, peuplée par toutes espèces de poissons à la chair tendre. Je ne me souviens pas combien de temps notre séjour a duré, mais je sais que nous avions été hébergés par des paysans qui vivaient dans des grottes creusées dans la roche pour se protéger des incursions tartares. Pendant cette période, mon oncle m'apprit un peu de mongol, de tibétain et de chinois. Puis, le jour de notre départ pour le Tibet arriva. Les bergers disent que l'école des grandes montagnes seront bientôt fermées à cause de la neige, dit mon père. Il nous faut partir maintenant si nous ne voulons pas remettre notre départ au printemps. Nous nous vêtîmes comme le font les bergers tibétains, isolés par de nombreuses couches de laine et de peau de bête. Nous nous bandâmes mains et jambes, sans oublier de bander aussi les sabots des animaux. Notre ascension, qui dura plusieurs jours, parcourait des sentiers bordés de précipices. Puis nous arrivâmes à la frontière du Baloristan, où le paysage devint de plus en plus varié et intéressant.